Hello hello, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, on se retrouve pour une vidéo que vous attendiez particulièrement, la fac sur l'acné, l'isotrétinoïne, le traitement, etc. Vous êtes nombreux depuis plusieurs semaines à me poser beaucoup de questions et j'ai l'impression en ce moment de me répéter pas mal sur pas mal de questions. Donc je me suis dit que j'allais faire une fac, comme ça tout serait regroupé ici. Voilà, donc si vous aviez des questions à me poser, vous êtes au bon endroit. Je vous ai mis du coup sur Instagram un petit encart en story et également ici sur YouTube un post, voilà, pour vous expliquer que j'allais faire une fac et de me poser toutes vos questions. Vous avez été très nombreux à tel point que je n'ai pas pu mettre toutes les questions dans cette vidéo parce que sinon on va être là pendant 2 heures. Donc n'hésitez pas, si vous voulez une fac numéro 2 sur ce sujet, dites-le moi dans les commentaires. Et si jamais vous avez des questions, j'ai envie de vous dire, vous êtes sous la bonne vidéo. Posez-moi vos questions en commentaire, je les récupère pour la fac numéro 2 si jamais ça vous intéresse. Ok, avant de commencer cette vidéo, 2 petits disclaimers. Le plus important, je ne suis pas dermatologue, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais je préfère le préciser. Ceci est mon expérience, c'est un partage d'expérience d'une personne qui prend de l'isotrétinoïne, qui a de gros problèmes d'acné. Et voilà, c'est tout. Je n'ai en aucun cas de connaissances théoriques autres. Moi, je vous partage ce que ma dermato me dit, ce que j'ai entendu comme conseil, retour d'expérience plus que conseil d'ailleurs. En aucun cas, je suis sûre à 1001% de ce que je vais vous dire, d'accord? Je préfère que ce soit très clair. Hormis quand je partage mon expérience, bon bah là, je sais ce que je vous dis bien sûr. Mais autrement, sachez que voilà, je ne suis pas dermato, donc si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter votre dermatologue pour être bien sûr de cela. Voilà. Autre petit disclaimer très rapide, je suis maquillée dans cette vidéo tout simplement. On va accélérer un petit peu le rythme des vidéos concernant l'acné et l'isotrétinoïne sur cette chaîne puisque vous êtes nombreux en fait, je vois bien, à réclamer ce genre de vidéos. C'est des vidéos qui vous intéressent particulièrement, surtout en ce moment, je l'entends, on vient d'enlever le masque, etc. Donc forcément je pense que ceux qui avaient des petits soucis s'y intéressent un petit peu plus en ce moment. Donc je vais accélérer le rythme des vidéos à ce sujet sur la chaîne, hein. Les vidéos resteront 2 par semaine, mais on va parler un petit peu plus d'acné et d'isotrétinoïne les prochaines semaines qui arrivent. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir les notifs de mes futures vidéos. Pourquoi je parlais du fait d'être maquillée? Tout simplement parce que vu que je vais accélérer le rythme, je vais pas forcément être démaquillée à chaque vidéo sur ce sujet-là. Je serai démaquillée obligatoirement à chaque vidéo update du mois, du mois en cours, hein. Je vous fais une update tous les mois du traitement, etc. Là, je serai forcément démaquillée pour que vous puissiez voir l'évolution mois par mois. Mais c'est vrai que, raison de praticité, j'ai pas forcément envie d'être démaquillée à chaque fois que je vous fais une vidéo sur le sujet. Notamment par exemple aujourd'hui, je sais que je sors après, c'est la Saint-Patrick, de mon petit look sympathique. Et du coup j'avais pas envie de me maquiller après, j'avais pas le temps. Bref, trêve de blabla, on commence, c'est parti. Première question, est-ce qu'on peut changer de dermatologue en cours de traitement? Alors, moi j'ai envie de vous répondre que oui, rien ne vous en empêche. Maintenant attention, ce qui est pas mal aussi, c'est de pouvoir avoir un deuxième avis avant de décider complètement de changer de dermatologue peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez totalement, même en cours de mois, hein, peu importe, prendre rendez-vous avec un dermatologue, voilà, lui expliquer la situation, lui dire voilà, écoutez, je suis suivie par un tel, là le suivi ne me plaît pas pour raison XY, on s'en fiche. Voilà, est-ce que vous pensez que c'est bien? Demandez en fait tout simplement un deuxième avis en fait sur ce qui vous est prescrit, ce qui vous est conseillé par votre médecin initial. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à le faire. Comme je le dis toujours, vous le savez, vous êtes acteur de votre santé. Ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, ça veut dire qu'il faut être capable de se responsabiliser. Et si une prise en charge, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est pas forcément dans le domaine d'une dermato, ça peut être n'importe quel médecin professionnel de santé, ne vous convient pas, vous pouvez et vous devez de voir s'il n'y a pas mieux ou en tout cas plus adapté pour vous ailleurs. Voilà mon conseil. Donc n'hésitez pas à demander un deuxième avis, ça ne vous engage à rien du tout et peut-être que ça va soit vous rassurer sur votre médecin, soit totalement vous dire effectivement pas du tout, c'est pas ce que je veux. Ok, deuxième question, as-tu une grosse poussée au début de ton traitement? Si vous avez suivi du coup tous mes petits updates du mois, voilà, sur le traitement, vous savez que non. J'ai eu la chance de ne pas avoir de grosse poussée au début du traitement. Ma plus grosse poussée ça a été juste avant de prendre le traitement, c'était au mois de mai, donc je sais pas si c'est psychologiquement mon cerveau il s'est dit ça y est tu vas le prendre, donc il a tout sorti, j'en sais rien, mais en tout cas avant de prendre le traitement ça a été vraiment très compliqué pour moi, c'était la pire période et non, ça a été uniquement en s'améliorant très doucement, hein, voilà, j'ai pas vu les effets tout de suite, mais j'ai pas eu de grosses poussées significatives plus que ce que j'avais avant au début du traitement, voilà. Cela dit, il faut pas vous inquiéter, ça arrive à beaucoup de monde, voilà, d'avoir une grosse poussée au niveau du début du traitement, ça peut durer plusieurs mois, etc. Je sais que j'ai pas mal de personnes qui m'ont envoyé des messages en DM sur Insta à ce sujet. Voilà, même si moi j'ai eu la chance de pas l'avoir, sachez que ça arrive très régulièrement. C'est ma dermato qui me l'a dit, elle m'a dit oui c'est possible, et puis les retours d'expérience que j'ai eu aussi. Mais voilà, ça arrive très souvent, donc surtout ne vous stressez pas, ne vous inquiétez pas trop, même si c'est dur, même si c'est compliqué, on a l'impression que ça empire alors qu'on vient de prendre un traitement pour améliorer les choses, je l'entends complètement, mais à la limite sachez qu'au moins ce qui sort maintenant sortira pas après. Donc voilà, même si c'est dur, essayez de prendre votre mal en patience, de vous dire que c'est pour le mieux par la suite. Et puis comme
comme d'habitude, si jamais vraiment vous avez un gros doute, que vous dites c'est pas possible, vraiment je comprends pas, c'est pas normal d'avoir autant une poussée aussi forte ou autant de poussées, encore une fois, hein, vous appelez ou vous prenez rendez-vous avec votre dermato, vraiment c'est la meilleure solution. Troisième question, j'ai les pores dilatés, est-ce que le fait de prendre le traitement va réduire l'apparence de mes pores? Je vais avoir une bonne nouvelle pour toi, oui, le traitement permet de resserrer en fait les pores dilatés. Pourquoi? Parce que tout simplement vous ne produisez plus de sébum, votre peau est donc plus sèche, et qui dit peau plus sèche dit pores plus resserrés. Voilà, tout simplement. Donc voilà, alors par contre la mauvaise nouvelle c'est que c'est un effet secondaire, entre guillemets si on veut dire, le temps du traitement, hein. Vous allez retrouver vos pores après votre peau grasse en suivant, je suis désolée de vous l'annoncer, mais voilà, dites-vous qu'il y a quand même quelques petits avantages à prendre ce traitement là, hormis essayer de ne plus avoir d'acné sur la tronche, et l'un de ces avantages c'est clairement de ne plus avoir les cheveux gras et d'avoir une peau, hormis les cicatrices et les boutons, le reste de la peau, elle est généralement assez canon puisqu'effectivement il n'y a plus de pores, vous brillez plus, moi j'ai plus besoin de faire de retouches de fond de teint, de poudre, etc. Donc c'est vrai que ça c'est quand même assez cool, faut être honnête. Quatrième question, en moyenne, combien de temps dure le traitement? Alors, ça va dépendre énormément des personnes, du dosage qui est prescrit, de l'évolution de ce dosage aussi pendant le traitement. Donc c'est très compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'il faut se préparer psychologiquement à entre 1 an, je dirais, ouais 1 an. En gros. Alors attention, j'ai des personnes dans mon entourage lointain, en tout cas des retours d'expérience qui ont duré, le traitement a duré plus de 2 ans. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens, mais ça dépend aussi du dosage. La personne à laquelle je fais référence prenait 10 mg tous les mois. Prenez 10 mg tous les jours seulement. Ça dépend, il y a des personnes qui vont le faire plus rapidement parce que le dosage est plus fort, parce que ça marche mieux sur eux, parce que voilà. Faut savoir qu'en fait, l'isotrétinoïne, donc vous avez un certain dosage à atteindre, mais ce dosage, c'est pas un nombre fixe en fait, c'est une tranche. Certaines personnes vont hyper bien réagir et du coup au bas de cette tranche finalement ça va suffire, elles vont arrêter le traitement, et d'autres vont moins bien réagir, donc du coup elles vont aller jusqu'au haut de la tranche, d'accord. Les chiffres exacts je les ai pas par contre, je suis désolée, n'hésitez pas à demander à votre dermato conseil, voilà, j'ai une idée des chiffres mais je suis pas sûre de moi donc je préfère pas vous dire de bêtises. À votre place j'aurais tablé sur une bonne année, voilà, moi je m'étais dit ça, je m'étais dit tu te prépares à avoir ça pendant 1 an, ça se trouve ça va durer 6 mois, ça se trouve ça va durer 1 an et demi, malheureusement on peut pas trop le savoir, mais voilà. Ça après, ça dépend de chacun et du dosage et voilà, et de comment on réagit au traitement. Enfin, il y a plein de facteurs qui font que la prise de poids pendant le traitement aussi. Enfin voilà, il y a tellement de facteurs que c'est difficile de répondre à cette question-là. Moi, psychologiquement, je te conseille, si tu vas prendre le traitement, de te préparer à au moins 1 an de traitement. Si c'est moins, tant mieux. Si c'est plus, au moins tu seras préparé. Voilà. Alors, on est où? 5e question. 5e question, quels sont les pires effets secondaires que tu as eu durant le traitement? Je vais vous dire, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. Donc je dirais premièrement, il y en a un qui a été particulièrement violent, mais ça n'a duré que le 1er mois. Voilà, donc est-ce que c'est le pire? Je sais pas. En intensité, oui, clairement. Par contre, en chiantise, ça ne se dit pas, en gênance quoi, bah en fait c'était pas le pire parce qu'il a duré peu sur le temps du traitement finalement. Il a duré que le 1er mois. C'était les sautes d'humeur. J'étais à fleur de peau, c'était insupportable, vraiment. Enfin, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la mets dans le petit juste ici je crois. Ma vidéo justement sur mon 1er mois sous isotrétinoïne où je vous explique justement voilà tout ce qui s'est passé pendant ce 1er mois, et ça a été un mois un petit peu intensif et notamment voilà parce que je faisais que pleurer, enfin c'était insupportable, et il n'y avait pas vraiment de raison, j'avais pas des envies suicidaires ou quoi, juste j'étais en mode le moindre truc allait me faire pleurer, genre enfin n'importe quoi. Voilà, bon, c'est tout simplement le traitement qui se mettait en place, hein, je m'inquiétais pas plus que ça, mais c'était un petit peu chiant. Notamment, j'avais rencontré le compagnon de ma maman, cette fois-là, j'étais en chiale totale, enfin, c'était un peu n'importe quoi. Mais voilà, c'est passé, et franchement, aujourd'hui, je pense pas avoir des effets secondaires par rapport à ça, je pense pas en tout cas. Et le deuxième effet secondaire que je dirais qui est le plus relou, ça va être les sécheresses forcément, mais plus précisément, je vais te dire 2 sécheresses qui me gâchent la vie, c'est les sécheresses intimes. C'est une véritable galère, ça dépend, ça fluctue hein, voilà, en suivant le mois. Bon ça je pense que les femmes vont être plus touchées. Voilà, donc si tu as la chance d'être un garçon, il me semble que c'est un garçon qui a posé cette question, tu seras peut-être moins concerné, mais c'est vrai que moi ça me gonfle fortement. Et l'autre sécheresse qui me gave et que j'avais pas au début du traitement et que j'ai depuis quelques temps mais qui s'est calmée là, enfin ça va, ça vient, c'est les sécheresses dans le nez. C'est une galère, c'est insupportable, c'est vraiment chiant, c'est vraiment très chiant. Ça me fait saignoter mais sans plus, on va en venir d'ailleurs à la question d'après, mais c'est surtout qu'il y a plein de croûtes, enfin franchement c'est dégueulasse. Sachez que cette vidéo n'est absolument pas glamour, d'accord, mais j'ai des croûtes, c'est comme des crottes de nez en vrai, mais c'est genre des crottes de nez, mon pote, t'as peur, c'est des mouse les machins, et genre ça me bouche le nez si je les enlève pas, je peux plus respirer limite, j'abuse
un peu, mais genre pas tant, tu vois. C'est vraiment énorme, et en fait c'est pas des crottes de nez en soi, enfin si, mais en fait en gros c'est vraiment des croûtes qui se forment. Donc ça peut être des croûtes des fois avec du sang, des fois voilà. Donc c'est assez chiant, j'avoue que c'est assez chiant, et ça c'est dû aux sécheresses et au fait aussi, allez j'en mets un petit dernier pour la route d'effets secondaires qui est le plus relou, c'est la cicatrisation très retardée. J'ai remarqué ça mais je savais pas que ça pouvait être dû au traitement, et en fait si. Je l'ai lu avec des retours d'expérience, et moi par exemple j'ai ici au niveau de la jointure du lobe de l'oreille une petite fissure. Ah, mon nez me gratouille. Une petite fissure qui refuse tout simplement de guérir. Mes oreilles aussi, je peux pas forcément mettre des boucles d'oreilles parce que voilà, l'intérieur ça cicatrise pas, ça s'infecte, enfin c'est assez hardcore. Les effets secondaires les plus relous, je dirais que c'est ça. Mais encore une fois, comme je le dis à chaque fois, je préfère subir ça 1 million de fois plutôt que de faire le retour à l'envoyeur avec les boutons que j'avais. Je sais pas si vous avez remarqué qu'il me manque des ongles, je suis désolée, on va en reparler dans une prochaine vidéo. J'ai même pas envie de vous spoiler maintenant, j'ai essayé autre chose et c'est n'importe quoi. Voilà, bref, on en reparlera. Question en rapport du coup avec les effets secondaires, est-ce que tu as toujours des sautes d'humeur, des effets visibles en tout cas sur ton humeur à ce jour? Alors non, en tout cas j'ai pas l'impression que ça me continue à me faire des effets. En tout cas, si c'est le cas, je m'en rends pas compte, du coup c'est pas des effets aussi visibles, très loin de là, que le premier mois. Le premier mois c'était une catastrophe, je savais que c'était dû à ça. Là j'ai pas l'impression d'avoir des sauts d'humeur, j'ai mes moments où je suis plus motivée, moins motivée, mais comme tout le monde je pense. Alors voilà, donc on en vient à la 6e question, as-tu saigné du nez? Non, franchement pas trop, à part je vais dire quand j'ai eu ces croûtes là, j'ai des petites enfin des petits saignements, mais c'est très léger. J'ai jamais saigné du nez à grosses gouttes, tu vois. Mais après je suis pas du tout sujette à ça, je crois que ça ne m'est jamais arrivé dans ma vie de saigner du nez. Donc voilà, je pense aussi que ça majore, hein. Par exemple, moi je sais que je suis de base très sensible aux sécheresses intimes, c'est un gros souci de base avant même de prendre le traitement, et clairement ça majore de ouf. Donc si t'es sujette au saignement de nez avant, clairement attends-toi à saigner du nez, mais si tu l'es pas, écoute moi, en tout cas je n'ai pas eu de souci. Donc 7e question, et je crois que ça doit être une des questions les plus posées. Vraiment, vous me posez tous la question, au bout de combien de temps voit-on les premiers effets? Mais je comprends, parce que j'avais cette question aussi évidemment. Je vais vous répondre très clairement, ma dermato m'a dit que c'était au bout du 4e mois qu'on commençait à avoir des effets. Moi j'ai vu des effets un petit peu plus rapidement, mais c'est comme je vous disais, c'était au niveau de mon décolleté. D'ailleurs, check-up, c'est redevenu sous lisse, je suis assez ravie. Voilà, je vous fais mon petit update vite fait, mais vous aurez l'update bien sûr bientôt dans la vidéo prévue à cet effet. Donc mon décolleté qui s'est amélioré assez rapidement, mon dos aussi. Au niveau de mon visage, clairement pas avant le 4e mois. Après, je crois que j'avais plus de poussée déjà d'ici le 4e mois. Mais je vous invite encore une fois à aller dans ma playlist pour regarder toutes les vidéos, pour avoir les infos, parce que même moi je vous avoue que je me souviens plus trop. Mais en tout cas, la réponse de ma dermato, ça a été qu'on ne voit pas, normalement, on voit très peu d'effets avant le 4e mois. Si on en voit avant, tant mieux. Mais si on n'en voit pas, faut absolument pas s'inquiéter, parce que normalement avant le 4e mois, on voit pas grand chose. Voilà. 8e question, et c'est une question aussi qui revient beaucoup. As-tu une bébé crème ou un produit teint, etc. à conseiller pour les peaux grasses, acnéiques et sous traitement? Alors, j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus. Je suis en test de plusieurs produits. J'ai testé des choses qui m'ont convenu, pas convenu, etc. Je veux en tester d'autres. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. J'ai prévu de vous faire une vidéo assez complète, voire même très complète à ce sujet. Et du coup, pour l'instant, je vais vous conseiller une chose. Ça va être de ce que moi j'ai testé. La seule bébé crème que j'ai testée en fait, mais qui m'a très bien convenu, à savoir que moi de base j'ai une peau mixte, pas grasse, et par contre voilà, je brille clairement sur la zone T, mais c'est tout. Et du coup bah voilà, acné à camoufler, c'est la bébé crème de chez Herborian. C'est la seule que j'ai testée, elle m'a tellement convenu que je l'ai gardée. Faut savoir que je ne l'ai pas réutilisé depuis le début du traitement, parce que l'été dernier de 1 il a pas fait beau, et de 2 comme je ne m'exposais pas, j'avais pas forcément envie d'avoir un teint plus adéquat, donc je gardais mes produits teint lambda, et puis surtout je crois que je me maquillais pas l'été dernier parce que ça devait être encore trop à vif pour que je me maquille. Je sais plus quand j'ai recommencé à me maquiller, mais je crois que je me maquillais pas l'été dernier. Bref, en tout cas pas le teint. Donc voilà, donc du coup je dirais pour l'instant bébé crème de chez Herborian, peau juste grasse machin, je vous conseille le Bordy Sway Matte qui est quand même bien mat, et je pense qu'il peut vous fonctionner. Moi j'ai pas la peau grasse, mais je pense qu'il peut fonctionner sur vous. Donc je dirais le Bordy Sway Matte si tu as besoin de beaucoup de couvrance et quelque chose de très mat. Bordy Sway Matte de chez Too Faced, il est très bien. Pour moi il fonctionne très bien. Il est pas asséchant en plus parce que regardez, je l'utilise maintenant et j'ai pas du tout une peau grasse actuellement. Donc voilà, donc Bordy Sway Matte, c'est celui que j'ai encore aujourd'hui sur le teint. Et si jamais tu es sous isotrétinoïne, que tu as des sécheresses, que c'est compliqué ou que tu as des douleurs, etc. Parce que le Bordy Sway, faut quand même le travailler, il sèche et tout, donc c'est pas forcément
le plus confortable, je dirais, pour une peau qui est un petit peu avifie, tout ça. Potentiellement le L'Oréal, j'aime pas trop le conseiller parce qu'il est pas cruelty free, mais bon, c'est celui que j'ai utilisé, hein, donc voilà. Autre info sur la bébé crème d'Herborian qui est quand même assez importante. Sache que moi qui avais la peau mixte, donc on parle pas de sous-traitement là, hein. Moi qui avais la peau mixte, je la mettais et je ne brillais pas l'été, alors qu'on était en sueur, etc. Enfin, elle tenait en tout cas vraiment très bien, même si j'avais besoin de faire une petite retouche, elle tenait extrêmement bien sur moi. Et j'ai des copines qui la mettent, et ces des copines là ont la peau extrêmement sèche et ça leur va aussi très très bien, ne marque pas les zones de sécheresse. Donc si tu veux une bonne bébé crème, prends la Herborian, mais il y a des petites choses qui se préparent. Mais en attendant, bébé crème de chez Herborian, teste. La 9e question est une question que je me pose également. Donc là, c'est un petit peu un appel à l'aide, hein, voilà. Comment éviter les flushs? Je ne sais pas comment éviter les flushs. Alors, je peux te dire ce que je fais quand j'ai un flush, ça je vais te l'expliquer juste après. Mais comment les éviter, ça je ne sais pas. Je suis en train de faire des recherches là-dessus sur internet parce qu'il faut savoir que j'ai eu beaucoup de retours d'expérience, notamment voilà, de pas mal de personnes qui avaient fini le traitement et qui me mettent en commentaire, elles ont encore ces flushs. Voilà, donc ça fait un petit peu flipper, je ne dis pas le contraire. Voilà, désolé, hein, j'arrive pas avec des très bonnes nouvelles, mais écoutez, voilà, je vous dis la vérité. Hein. Et pour le coup, apparemment, les flushs, c'est quelque chose qui aurait tendance à être un effet secondaire qui resterait après. Donc ça, comment vous dire que je croise très fort mes petits doigts pour que ça ne m'arrive pas. Alors moi, j'ai pas à me plaindre. En vrai, les flushs, j'en ai pas trop souvent, ça dépend des périodes. Moi, ce que je fais en tout cas quand j'ai un flush, parce que ça je peux te le dire, j'apporte tout de suite une source de froid. Alors attention, viens pas mettre ton paquet de petits pois surgelés sur la joue, d'accord? Parce que tu vas agresser ta peau, qui a déjà elle chaud, tu lui amènes du froid, no way. Par contre, un petit peu de frais, ça peut être, je sais pas, une eau tiède froide, tu vois, tu peux tapoter sur tes joues, ou tout simplement tu ouvres un petit peu la fenêtre, tu te refroidis en fait, tout simplement, sans forcément appliquer de la glace sur tes joues, mais voilà, t'essaies de te refroidir tranquillement, un peu progressivement, hein, d'accord? Moi généralement ce que je fais c'est que si je suis maquillée, j'ouvre un peu ma fenêtre, je prends un peu l'air, tu sais, comme quand t'as une petite bouffée de chaleur, et quand je suis pas maquillée, je vais à ma salle de bain, je prends un gant, je mets de l'eau tiède froide, voilà. On va dire à, tu vois, 20 degrés, quoi, pas 37, 20, 25 degrés, voilà, 20 degrés, on va dire, allez. Et je l'applique sur mes joues tranquillement pour calmer le flush. Voilà. Du coup, en parlant alimentation, y a une question qui me demandait si j'avais fait des efforts sur mon alimentation pendant le traitement. Et est-ce qu'il y avait parlé de charcuterie? Est-ce que je continue à manger de la charcuterie? Je crois que c'est la suite de la question, mais l'idée c'était est-ce que j'avais fait est-ce que je m'étais privée? Est-ce que j'avais fait des efforts sur mon alimentation? Alors... je vais te dire que oui et non. Premièrement, oui, parce que au début du traitement, je voulais tellement, et c'est toujours le cas aujourd'hui, mais bon, je vais vous expliquer un petit peu, je voulais tellement que ça marche que du coup, j'avais vraiment fait hyper attention à mon alimentation. Et puis les mois passant, ayant moins aussi de soucis, hein, moi j'ai repris un petit peu ma vie, hein, voilà, comme tout le monde, hein, j'étais moins stressée, j'étais plus détendue parce qu'il y avait moins de boutons, parce que voilà. Et donc du coup, j'ai recommencé à manger un petit peu mal. Aux alentours de Noël, après Noël, là, on s'est un petit peu laissé aller, voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai pas hyper bien mangé ces derniers temps et je pense que ça a clairement joué. Je vous déconseille de faire n'importe quoi. Alors attention, moi je suis pas passée d'une alimentation vegan, légumes verts, que dalle, machin, à burger tous les midis, d'accord? Ça veut dire que je mangeais relativement normalement, mais j'avais arrêté les sucres, j'avais drastiquement diminué tous les produits laitiers au début du traitement, sans trop me rendre compte d'ailleurs parce qu'en fait je vous en avais même pas parlé, je crois, plus que ça, ou très rapidement dans une vidéo, mais j'avais arrêté les produits laitiers. D'ailleurs depuis le début du traitement j'ai arrêté de manger des yaourts, j'adorais les yaourts, j'en mange plus du tout, mais ça toujours aujourd'hui. Par contre j'avais calmé le jeu sur le fromage et là ces dernières semaines je me suis un peu énervée sur le fromage. Faut savoir que le fromage c'était ma passion ultime en fait dans la vie, et du coup voilà, voilà. Et le sucre, j'ai des périodes en fait avec le sucre, ça a toujours été comme ça, j'ai des périodes où je vais en manger beaucoup plus, et le problème c'est que le sucre est très addictif. Faut savoir que dans ma famille on a un terrain addictif au sucre, voilà, il y en a qui sont terrain addictif à la cocaïne, et nous c'est le sucre, voilà, chez la famille, dans la famille il y a, ouais, clairement. Mon grand-père est un diabétique, ma mère est accro au sucre, ses sœurs le sont aussi, on est très très sucre dans la famille, ça a des teints sur moi. Donc voilà, donc je suis une accro au sucre, du coup j'essaie de limiter, de faire attention, mais des fois je repars dans mes travers, et ça va être du sucre tous les jours, donc ça peut être 3-4 cookies le soir, voilà, on fait des cookies, on fait des petits fondants, voilà. Et du coup tous les soirs on mange un petit truc de sucre, mais du coup ça majore la dépendance en fait au sucre, et du coup plus t'en as envie, plus t'en manges, etc. Là je fais des périodes de sevrage en fait avec le sucre. Alors, ça fait un truc de ouf on dirait, mais oui en fait c'est un peu ça, hein. Je fais des périodes de sevrage en fait pour me calmer, et quand je fais mes périodes de sevrage je n'en mange quasiment plus, en tout cas pas de sucre rapide du style gâteau ou conneries comme ça. Ça va pas m'empêcher de manger mes fruits, hein. J'adore les fruits et j'en mange tout le temps, tout ce qui est sucre, de toute façon même les bons sucres j'adore ça. Et je vais forcément, voilà, mes fruits j'en mange toujours, mais par contre tout ce qui est sucre rapide j'ai totalement arrêté là depuis
depuis 2 semaines. Voilà, et il n'y a pas photo sur ma peau, hein, clairement. Je dis ça, il y a un petit connard qui vient de pousser là et je ne sais pas pourquoi. Là, je sais pas pourquoi. Parce que là, je ne suis pas stressée, je dors. Je bois, je mange pas n'importe quoi. Donc là j'ai pas compris par contre. Je vous le dis, celui-là là, vous le voyez pas parce que c'est une bichette. C'est vraiment pas un gros vénère, hein, on le voit même pas là, mais je le sens parce qu'il me démange un petit peu. Mais il est là, voilà, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'en plus, normalement sur le menton, c'est les boutons de mauvaise alimentation. Alors on peut pas dire que j'ai mal mangé les gars, d'accord. Il y a plus de fromage, il y a plus de trucs vraiment très gras dans l'alimentation. Il y a plus de sucre non plus, donc je ne sais pas. Vous là, je ne sais pas pourquoi. Vous n'avez aucune raison d'être ici, ok. Donc vous allez partir très vite. Alors attention, je vous conseille pas pour autant de faire un régime. Hein, d'accord. Déjà de 1 parce que au niveau du traitement et tout ça peut dérégler les choses, donc c'est pas forcément une hyper bonne idée de perdre ou de prendre, surtout de prendre trop de poids. Et deuxièmement tout simplement parce qu'il faut penser aussi que moralement c'est pas un traitement qui est simple. Donc si en plus vous bouffez plus que des légumes verts et que vous vous privez de tout, ça ne va pas le faire, d'accord, ça ne va pas le faire. Ok les amis, voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si vous voulez une version 2 de la fac. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mettez-moi tout ça en commentaire. Nous, on se retrouve mercredi dans une future vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker pour me soutenir. Activez la petite cloche si jamais vous voulez être au courant des futures vidéos qui vont très probablement être la plupart sur l'isotrypnoïne et l'acné. Voilà. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à dimanche. Bye!